Un certain nombre d'entre vous n'aura jamais connu cette époque, mais il y a une vingtaine d'années, avant Twitter et Facebook, les gens utilisaient ce qu'on appelle des flux RSS. Il s'agit de pages internet mises en place par les propriétaires de journaux en ligne, de webcomics, de forums ou de blogs la plupart du temps. Et ces pages avaient pour utilité de permettre à tous les utilisateurs du site de disposer d'un endroit où toutes les nouveautés apparaissaient. Lorsqu'il s'agissait d'un blog par exemple, le flux RSS permettait aux utilisateurs d'avoir une liste des articles les plus récents avec le titre, un petit extrait de l'article et un lien vers l'article complet. Ce système permettait de simplifier énormément la collecte d'informations sur tous les sites dont on pouvait avoir envie de se servir. En effet, si on n'avait pas de flux RSS, on était obligé d'aller regarder constamment les sites qu'on aime bien pour voir s'il y avait quelque chose de nouveau ou pas. Et inévitablement, on était souvent déçus. Avec les flux RSS que j'ai moi-même beaucoup utilisés, nous étions notifiés seulement lorsqu'il y avait une mise à jour sur les sites qui nous intéressent. Pour obtenir ces notifications, il suffisait d'utiliser des logiciels dédiés ou des plugins de navigateur comme je l'ai fait pendant de nombreuses années. C'est d'ailleurs encore possible aujourd'hui, et je vais vous faire une petite démonstration en 1 minute parce que c'est toujours mieux pour comprendre de voir comment ça marche. Donc par exemple là, je vais installer un module complémentaire qui s'appelle Feedbro que j'ai trouvé sur Firefox. Ce plugin me permet d'avoir une page dédiée à la lecture du contenu des flux RSS et il affiche aussi une icône à côté de la barre d'adresse qui me dit combien j'ai de pages non lues sur mes flux RSS, comme une notification téléphone en fait. Actuellement il n'y a rien, c'est normal puisqu'on n'a rien intégré à Feedbro. Donc on va aller enregistrer un flux RSS dedans. Si par exemple on cherche flux RSS Le Monde sur Google, on va trouver les flux RSS du journal et il y en a un paquet de différents. Mettons que seul le flux RSS des actus nous intéresse, on va pas cliquer dessus directement puisque ça nous fait ouvrir une page de code, mais plutôt simplement copier l'adresse du flux, aller dans Feedbro, cliquer sur ajouter un flux, coller l'adresse, et voilà. Ensuite, Feedbro va régulièrement regarder les flux RSS que je lui ai donnés, et il me préviendra quand il y aura de nouveaux articles. Avec ce système, on avait les infos qu'on voulait, et personne n'était obligé de perdre du temps à visiter leur site préféré quand il n'y avait rien de nouveau dessus, parce que c'est le logiciel qui s'en chargeait. Malheureusement, les flux RSS, ça n'était pas parfait et il y a eu un certain nombre de problèmes, autant au niveau de la communauté de développeurs qui n'étaient pas d'accord sur la direction à prendre, qu'au niveau des utilisateurs pour qui c'était parfois un peu trop compliqué, et ça manquait un peu d'ergonomie. Comme vous avez pu le voir sur mon écran, il fallait copier le lien et non pas visiter la page, il n'y avait que très rarement une détection automatique des flux RSS par les logiciels dédiés, l'interface de ces logiciels n'était pas toujours très agréable à regarder. Autant de soucis qui ont fait que le public s'est dirigé vers la version plus simpliste et colorée, c'est-à-dire les réseaux sociaux. Parce qu'au fond, les réseaux sociaux, ça n'est rien d'autre que des flux d'actualités auxquels vous pouvez participer avec vos amis. Vous avez une page d'accueil qui vous offre des actualités provenant de vos proches et aussi des actualités provenant des pages auxquelles vous êtes abonné. Même s'il y a beaucoup plus d'interactions possibles qu'avec un flux RSS, le principe des réseaux sociaux reste le même. Il s'agit d'afficher toutes les informations les plus récentes au même endroit. Et bien sûr, ce concept est aussi quelque chose qui pourrait être très utile dans le monde de la crypto-monnaie. Ça peut paraître étrange et sans aucun rapport avec la crypto à première vue, mais il faut vous dire que ce genre de flux, ça n'est rien d'autre qu'un mécanisme de traitement de l'information, et qu'il peut avoir une variété d'usages incroyables, y compris dans la crypto-monnaie. C'est pour cela que je vais vous présenter le projet crypto du jour, Ceramic Network. Alors d'abord, qu'est-ce que c'est ? Eh bien c'est très simple. Ceramic Network, c'est un réseau qui a pour objectif de créer des flux d'informations de manière décentralisée, ouverte et open source. Les flux d'informations créés sur Ceramic se doivent d'être durables dans le temps et bien sûr impossibles à modifier a posteriori. On doit seulement pouvoir ajouter de nouvelles informations, pas toucher à celles qui y sont déjà. Comme dans toutes les blockchains en fait. Et si vous vous dites que ça n'a pas l'air très intéressant, détrompez-vous. Ceramic a déjà des partenaires très importants comme Avalanche, Ethereum, The Graph, Near Protocol ou Moonbeam, et ils ne sont pas là sans raison. Mais avant de passer au sujet complexe, c'est-à-dire comment ça marche et à quoi ça pourrait servir, j'ai envie de vous expliquer pourquoi ça s'appelle Ceramic Network. D'après le PDG de 3box Labs, la société qui développe Ceramic, ce nom a été choisi parce que les céramiques peuvent être des matériaux très humains et naturels, faits d'argile et de feu, mais aussi des super matériaux incroyablement solides et sophistiqués. Et puis, il s'avère aussi que ce sont souvent des objets en céramique qui survivent le mieux au passage du temps et qui nous permettent aujourd'hui de découvrir de nouvelles choses sur nos ancêtres. Parce que vous ne le savez peut-être pas, mais cette statue que vous voyez à l'écran, la Vénus de Dolní Věstonice, qui a été trouvée en République tchèque en 1925, est faite en céramique dans sa forme la plus simple, c'est-à-dire de l'argile cuite, et elle a plus de 25 000 ans.
Cette statue est donc la preuve que la céramique est incroyablement résistante au passage du temps et également qu'elle a été découverte bien avant le changement de paradigme qui a mené les humains à passer d'une vie de chasseur-cueilleur à une vie d'agriculteur. Comme vous pouvez le voir, le nom de céramique est donc parfaitement adapté pour représenter le concept d'un document vivant à travers les époques, mais également indestructible et inaliénable. Et maintenant que vous avez compris ce que ce nom représente, nous allons nous pencher sur la technologie qui permet de prétendre à ses qualités. Ceramic Network, c'est d'abord un DAG, un graphe orienté acyclique en français. Ce n'est donc pas une blockchain à proprement parler comme Ethereum ou Bitcoin. La structure DAG, c'est quelque chose utilisé notamment par Nano ou Avalanche que vous connaissez certainement déjà puisque j'ai fait une vidéo dessus il y a quelques temps. Pour résumer en une phrase, les blockchains ordonnent les blocs en ligne droite et tout le monde se met d'accord sur l'ordre, alors que dans un DAG, il n'y a pas de ligne droite mais plein de blocs un peu désordonnés dont la position dépend simplement des autres blocs auxquels ils font référence. Les DAG peuvent paraître chaotiques pour un être humain qui regarde leur structure, mais pour un ordinateur, il n'y a pas de problème. Dans le cas de Ceramic, une structure en DAG a été choisie, notamment parce que le réseau n'est pas aussi uni par les liens du code que la majorité des autres chaînes. Sur les réseaux Bitcoin et Ethereum, tous les nœuds complets doivent stocker l'intégralité des données de la chaîne et ne peuvent pas se permettre d'ignorer certaines transactions parce que les comptes concernés ne les intéressent pas. Sur Ceramic, c'est l'inverse. Les nœuds réseau ne vont stocker que les données qui les intéressent. Il n'y a pas de chaîne universelle présente sur tous les nœuds, chaque nœud constitue son propre DAG dans lequel on trouve des données provenant des flux qu'ils ont choisi de surveiller. Tout comme moi au début de cette vidéo, les nœuds Ceramic vont s'abonner à des flux d'informations. Ensuite, ils vont télécharger les données qui s'y trouvent et ils propageront ces données à travers le réseau si quelqu'un d'autre leur en demande une copie. Si cela vous rappelle quelque chose, c'est normal, c'est plus ou moins de cette manière que les réseaux de torrents fonctionnent. Ceramic, tout comme BitTorrent, eMule et autres, est un réseau pair à pair ou peer-to-peer en anglais. En effet, Ceramic Network n'est pas juste un réseau où chaque nœud ne conserve que les données qui l'intéressent, c'est aussi un réseau où chaque nœud contient son propre environnement d'exécution, contrairement à des plateformes comme Ethereum où il y a un seul environnement d'exécution virtuel pour tout le réseau. Et en plus, il n'y a pas du tout de consensus général à l'échelle du réseau. Une autre manière de voir les choses, c'est de dire que Ceramic est un réseau qui est un petit peu basé sur le concept de la fragmentation, le sharding en anglais, mais d'une manière beaucoup plus avancée que les réseaux actuels qui n'ont qu'un nombre limité de fragments. Sur le réseau Ceramic, chaque nœud est un fragment indépendant qui contient un ensemble de données qui n'est pas le même que celui du nœud d'à côté et qui traite ces données de manière totalement indépendante. Grâce à ce système, Ceramic a une capacité de mise à l'échelle qui est quasiment infinie. Parmi les nœuds réseau présents sur Ceramic, certains n'auront aucune activité de création d'informations et se contenteront de télécharger et de propager les flux d'informations existants, tandis que d'autres choisiront de créer des flux et d'y ajouter des données. Certains flux seront centralisés dans le sens où il n'y a qu'un seul nœud qui aura le droit d'y ajouter des informations, et d'autres flux seront conçus pour que plusieurs nœuds puissent y ajouter des informations. Cependant, quel que soit leur rôle, les nœuds auront tous pour obligation de faire en sorte de préserver les informations contenues dans les flux qui les intéressent, ce qui est tout à fait logique s'ils ont aussi le devoir de propager le contenu de ces flux sur le réseau. Pour envoyer le flux aux autres nœuds, il faut bien l'avoir sauvegardé quelque part. Par conséquent, les nœuds Ceramic ne sont pas seulement des nœuds Ceramic. Le logiciel Ceramic, dans sa configuration par défaut, transforme également les nœuds Ceramic en nœuds IPFS. C'est un acronyme qui vous dit certainement quelque chose, il s'agit d'un réseau de stockage d'informations très connu dans le monde de la crypto, qui est également basé sur les mêmes principes que BitTorrent. IPFS, c'est un réseau pair à pair de stockage de fichiers dans lequel il n'y a pas d'obligation de stocker les fichiers pour toujours, mais simplement de les conserver tant qu'ils vous intéressent, et de se mettre d'accord pour donner à chaque fichier un nom unique qui est valable pour tous les membres du réseau. Donc Ceramic, par défaut, fait usage d'un nœud IPFS intégré pour stocker les données. Mais évidemment, il ne s'agit là que de la configuration de base. D'abord parce qu'il est possible de relier un nœud Ceramic à un nœud IPFS externe qui n'est pas sur la même machine. Ensuite, parce que les nœuds Ceramic peuvent rajouter d'autres systèmes par-dessus IPFS. Ils peuvent également avoir recours à des choses comme Arweave qui offre un service de stockage décentralisé permanent, ou même à des serveurs centralisés comme ceux qu'on peut louer chez Amazon, qui sont tout de même suffisamment fiables pour certains usages. Pour résumer, chaque nœud Ceramic est accompagné d'un nœud IPFS qui sert à conserver les données à court, moyen et potentiellement long terme, et pour le stockage à long terme seulement, les nœuds Ceramic peuvent être reliés à un nœud d'un réseau de stockage décentralisé ou même à un serveur centralisé qui va archiver les documents que le nœud IPFS va supprimer de sa mémoire.
En effet, ça n'est pas parce qu'il y a des systèmes de stockage à long terme que toutes les informations sur Céramique seront conservées pour l'éternité sans exception. Tout dépend en fait des choix effectués par les nœuds réseau. Lorsqu'un nœud réseau choisit de mémoriser l'adresse d'un flux et de stocker son contenu, c'est ce qu'on appelle pin en anglais, le flux est épinglé par le nœud. Si un flux n'est pas épinglé, il va rester dans la mémoire cache du nœud IPFS associé, c'est-à-dire qu'il sera stocké de manière temporaire. Et pour éviter de consommer des données encore et encore sans limite jusqu'à ce que le disque dur soit rempli à ras-bord, les nœuds IPFS sont obligés de jeter à la poubelle les données qui ne sont pas utilisées assez souvent. C'est pour ça qu'on a les systèmes d'archivage externes comme Arweave qui sont destinés au stockage à long terme. Si un nœud IPFS est le seul à détenir un fichier et que ce nœud IPFS cesse de fonctionner ou qu'il supprime le fichier, alors le fichier sera perdu pour tous les utilisateurs sur le réseau. Il fallait évidemment avoir une solution alternative pour archiver les documents qui risquent de disparaître. Bien sûr, dans certains cas, un flux n'aura pas besoin d'être stocké longtemps et aura vocation à disparaître rapidement, auquel cas IPFS tout seul convient parfaitement. Mais lorsqu'il faut garder les données pendant longtemps, c'est quand même mieux d'avoir une archive quelque part. Donc, avec ce système de stockage basé sur IPFS et soutenu par des réseaux conçus pour un archivage permanent, Céramique permet si nécessaire de conserver l'intégralité du contenu des flux de données créés sur le réseau pour une durée théoriquement infinie si tout est fait dans les règles. Et maintenant que vous avez compris les bases de comment le réseau est structuré, il va falloir qu'on parle de la structure des données qui y sont stockées. Les flux, qu'on appelle stream en anglais, sont comparables aux flux RSS que nous avons vus tout à l'heure. Ce sont des ensembles d'informations triées par ordre chronologique et présentées à ceux qui souhaitent les consulter. Mais c'est quand même un peu plus compliqué que de simples flux RSS. Les flux de données Céramique sont composés de plusieurs éléments. Un identifiant unique appelé StreamID, un état vérifiable appelé StreamState, et un ensemble de paquets de données ajoutés l'un après l'autre, appelé commit en anglais. Cet identifiant que j'ai mentionné, c'est simple, c'est un nom qui permet d'accéder au flux et qui ne change jamais. C'est en fait la différence majeure avec un système comme IPFS. L'identifiant du flux est fixe, mais les informations dedans peuvent être mises à jour. Pour expliquer le problème d'IPFS un petit peu plus concrètement, imaginons que vous êtes développeur et que vous voulez publier un programme sur IPFS pour que des gens s'en servent. Une fois le fichier envoyé, vous obtenez un identifiant unique qui permet de retrouver le fichier et vous pouvez donner l'identifiant aux utilisateurs pour qu'ils téléchargent votre fichier. Mais si jamais vous vous rendez compte qu'il y a un bug et qu'il faut corriger le fichier, qu'il faut mettre à jour le programme, que se passe-t-il ? Eh bien, vous ne pourrez pas mettre le fichier d'origine à jour, il faut mettre en ligne la nouvelle version et cette nouvelle version aura un identifiant complètement différent. Donc si les gens qui utilisent votre programme veulent avoir la mise à jour, ils ne pourront pas l'obtenir comme ça en allant regarder sur IPFS avec l'ancien lien. Il faudra qu'ils trouvent un autre moyen d'obtenir l'identifiant du nouveau fichier. Dans cet exemple du développeur d'ailleurs, les commits apportés au flux que j'ai mentionné un petit peu avant, ce seraient les différentes versions du fichier en fait, que l'on peut rapprocher des célèbres commits sur GitHub. Mais pour en revenir au sujet, avec les flux de Céramique qui ont un identifiant qui ne change pas, ce problème des fichiers qui changent de nom est réglé. Si le développeur avait créé un flux Céramique, les utilisateurs n'auraient plus qu'à surveiller ce flux pour obtenir toutes les mises à jour que le développeur pourrait avoir envie de publier. Donc vous avez compris à quoi sert l'identifiant du flux. Pour ce qui est des autres éléments, c'est-à-dire les commits et l'état du flux, c'est plutôt explicite, il s'agit des données que les utilisateurs souhaitent consulter. Mais au-delà de ça, chaque flux contient également une chose qui peut paraître surprenante, et il s'agit des règles déterminant comment parvenir à un consensus. En effet, sur Céramique, chaque flux doit faire partie d'une catégorie qu'on appelle un stream type en anglais. Les stream types sont en fait des bouts de code informatique qui définissent comment les données d'un flux doivent être stockées, comment le consensus de ce flux doit être géré et comment les nœuds doivent s'authentifier. Par exemple, un stream type conçu pour servir de flux RSS d'un journal pourrait être configuré pour autoriser un seul nœud Céramique bien spécifique à ajouter des informations. Dans ce cas, pas de problème de consensus. À côté, un autre stream type pourrait déterminer que n'importe qui peut participer à un flux et y ajouter des données, auquel cas il y aura forcément un moment où un conflit va survenir et deux personnes ajouteront la même information plus ou moins au même moment. Pour résoudre ce genre de problème, tout dépendra des règles définies par le stream type, qui pourront d'ailleurs faire usage de la sécurité d'une autre chaîne. Pour l'instant, sur les stream types créés par l'équipe 3Box Labs, il s'agit de la chaîne Ethereum, mais un jour dans le futur, la chaîne de référence sera une chaîne créée spécialement pour Céramique. Le procédé est très simple. Les mises à jour des flux Céramique sont régulièrement ancrées sur la chaîne Ethereum, c'est-à-dire qu'on dépose sur Ethereum une preuve de publication.
Lorsque cette preuve est publiée sur Ethereum, en regardant la date de publication du bloc Ethereum, on obtient un eurodatage, le fameux timestamp, qui est l'un des éléments de base des blockchains modernes. Avec ce système, celui qui a publié sa mise à jour sur Ethereum en premier voit son bloc retenu comme valide sur le flux céramique. Bien sûr, il peut aussi y avoir le cas où deux mises à jour de flux céramiques sont ancrées au même bloc Ethereum, auquel cas c'est la chaîne la plus longue qui remportera le conflit ensuite. Grâce à ça, tous ces soucis ne dureront jamais très longtemps et seront résolus en un ou deux blocs dans presque 100% des cas. Toutes ces règles, il ne faut pas l'oublier, ne concernent que les flux qui ont été créés pour respecter les règles d'un stream type particulier. On pourrait par exemple avoir juste à côté un autre flux qui contient plus ou moins les mêmes informations, mais avec des règles de consensus différentes s'il a été créé pour correspondre à un autre stream type. Et ce qui est génial avec Ceramic, c'est que les stream types n'ont aucune limite. Bien sûr, les créateurs de Ceramic ont déjà publié quelques stream types, mais en fait, n'importe qui peut créer un stream type qui fonctionne comme il le souhaite. Par exemple, actuellement, tout est conçu pour être public puisque la protection de l'anonymat n'est pas une priorité immédiate pour l'équipe, mais il sera possible de créer des stream types selon lesquels les données de flux sont chiffrées, ce qui permettra d'avoir des flux privés malgré leur présence sur un réseau public. Seuls les nœuds céramiques disposant de la clé d'accès auraient la capacité de lire le contenu de ces flux. Et dans un autre registre, on pourrait utiliser n'importe quel mécanisme de consensus pour un stream type personnalisé. Imaginons par exemple que nous voulons avoir un flux créé pour fonctionner en tandem avec un réseau à preuve d'enjeu, par exemple pour archiver certains blocs en particulier. Il serait théoriquement possible de créer sur Ceramic un stream type selon lequel le flux a également un consensus à preuve d'enjeu, et où ce sont les sommes mises en jeu sur l'autre réseau qui comptent pour le consensus sur Ceramic. C'est-à-dire que dans le cas d'un nœud réseau qui détient 40% du pouvoir de vote sur le réseau d'origine, avec un stream type conçu pour ça, il pourrait aussi avoir 40% de chances d'être sélectionné pour ajouter un commit au flux Ceramic. Et tout cela ne changerait absolument rien à tous les autres flux existants sur Ceramic, qui continueraient de suivre les règles définies dans leur stream type respectifs. Si un nœud Ceramic participe à l'ajout d'informations sur ce flux très spécifique, il pourra quand même également ajouter des informations sur d'autres flux avec des règles complètement différentes s'il le souhaite. Tous les flux sont complètement indépendants les uns des autres. En reprenant tout depuis le début, on peut donc dire que Ceramic est un réseau pair à pair de traitement et d'organisation des données sous forme de flux, qui offre une liberté totale et une capacité de mise à l'échelle quasi infinie, en plus de permettre de sauvegarder les données traitées pour l'éternité grâce à des réseaux comme Arweave ou Filecoin. Et maintenant que vous avez à peu près compris comment il fonctionne, vous vous demandez certainement à quoi ça pourrait servir. Les flux d'informations c'est gentil, mais pourquoi les rendre décentralisés ? Le premier exemple qu'on peut donner, c'est celui qui a été prévu par les créateurs de Ceramic, la gestion des identités décentralisées. Grâce au système IDX qui est déjà présent sur Ceramic, les utilisateurs peuvent disposer d'un flux qui représente leur identité sur le web décentralisé et qui permet de se connecter à plusieurs systèmes sans avoir à constamment répéter les mêmes informations. Actuellement, le service centralisé le plus connu qui offre cette possibilité, c'est bien sûr Google, qui vous permet de vous connecter à un paquet de sites différents en utilisant votre compte Google. Si vous allez sur TradingView par exemple, le site vous proposera de vous connecter avec votre compte Google, ce qui vous permet de ne pas avoir à créer un nouveau compte spécialement pour TradingView et à entrer toutes les informations concernant votre date de naissance, votre pays de résidence, etc. Mais c'est quelque chose d'assez difficile à comprendre en termes d'échelle au final, et je pense que l'exemple le plus marquant, c'est un exemple qui n'est pas vraiment mis en avant par le site de Ceramic. Il s'agit de l'idée d'un réseau social décentralisé. Imaginez-vous un concurrent de Twitter impossible à censurer qui demeurerait rapide et fiable peu importe la quantité de gens qui s'en servent et qui serait basé sur Ceramic. C'est évidemment pas facile à faire, mais ça reste assez facile à imaginer. Si l'on crée une application conçue pour faire tourner des nœuds Ceramic et IPFS qui permet de rechercher sur le réseau des flux correspondant à un stream type particulier créé pour l'occasion, et que l'on associe à chaque utilisateur un flux contenant des messages auxquels lui seul peut ajouter des informations grâce à une clé spéciale, alors on obtiendrait un réseau décentralisé, fonctionnel et comparable à Twitter, sans aucune limite de mise à l'échelle. Tous les utilisateurs pourraient s'abonner au flux des autres utilisateurs qui les intéressent et recevoir leurs messages en pair à pair grâce à IPFS, ils pourraient publier les messages textes qu'ils veulent, peut-être même des vidéos ou autres fichiers plus lourds, et le réseau serait gratuit pour tous ceux qui font tourner leurs propres nœuds Ceramic et IPFS. Ce serait certainement plus compliqué pour les téléphones, mais sur ordinateur fixe il n'y aurait pas de problème. Enfin bref, tout ça n'est que spéculation de ma part puisqu'à ma connaissance à ce jour, personne ne s'est lancé dans la création d'un tel réseau social. Mais je suis sûr qu'on en verra un arriver très prochainement lorsque la version finale de Ceramic sera publiée.
Pour l'instant, le réseau est encore en cours de développement, et tout comme c'était le cas pour Axelar et Celestia, il n'existe pas encore de monnaie intégrée au réseau Céramique et aucune vente n'a été annoncée. L'arrivée de la version 1.0 de Céramique va encore prendre quelques mois, donc en attendant, je ne peux que vous conseiller d'aller voir leur site internet, leur serveur Discord, et bien sûr la chaîne Telegram Céramique France que Samy a créée pour vous. Vous pourrez vous tenir informé ou peut-être même carrément commencer à travailler sur vos propres projets basés sur Céramique si cette vidéo vous a donné des idées. Et maintenant, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée. On se reverra très prochainement sur la chaîne YouTube du Journal du Coin.